Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. Bertrand de Bélabre. Si ce nom ne vous est peut-être pas familier, c'est parce qu'il aime à se faire discret. Bertrand a été coach de la plupart des meilleurs cavaliers que l'on peut retrouver dans l'équipe de France senior aujourd'hui. Mais il en suit un en particulier. Et celui-ci n'est autre que le cavalier qui a su faire parler de lui cet été, Nicolas Delmotte. C'est par ce biais que nous avons eu la chance de rencontrer Bertrand. Nous avons alors conclu un rendez-vous avec l'entraîneur pour enregistrer cette interview. S'il n'était pas tout à fait partant de prime abord, Bertrand s'est beaucoup livré à notre micro, sur ses années en tant qu'entraîneur fédéral, sur les cavaliers qu'il a eu l'occasion de rencontrer et avec qui il a partagé ou partage encore beaucoup, à l'instar de Nicolas, mais aussi Édouard Lévy ou encore Thierry Rosier, sur des anecdotes que nous n'aurions pas soupçonnées. En bref, je le sais, vous allez adorer ce nouvel épisode. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à venir nous le dire. Je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Je travaille avec Bertrand de Bélabre depuis maintenant 6 années. Bertrand a commencé à me faire travailler quand j'étais vraiment tout débutant dans mon activité professionnelle. Je revenais de mes différentes expériences en Allemagne et aux États-Unis. Ce qui qualifierait le mieux Bertrand, ce serait un homme sain, simple et homme de cheval. Il m'a apporté un système, une bonne stabilité, disons, dans mon travail quotidien. Lorsqu'on est tout jeune cavalier et qu'on démarre et qu'on se lance un petit peu dans une activité professionnelle, on peut un petit peu se sentir perdu, vers quelle voie se diriger, ne serait-ce que dans notre travail quotidien avec les chevaux, dans notre état d'esprit et dans notre philosophie de travail. Et Bertrand, lui, m'a donné vraiment un axe de conduite, un axe de travail et une idée sur le système que je voulais développer avec mes chevaux. Donc tout ça, vraiment, je lui en suis redevable. Et c'est aujourd'hui un ami, quelqu'un de proche, avec qui je m'entretiens au téléphone presque un jour sur deux au moins, pour échanger des différents parcours, même des entraînements à la maison, des engagements des chevaux. Son point de vue m'importe énormément parce que je sais que c'est quelqu'un de très juste avec les chevaux et qui ne va jamais brûler une étape. Donc à chaque fois que je me lance un petit peu dans de nouvelles épreuves avec un cheval, j'ai toujours besoin d'avoir son accord parce que je sais que s'il me soutient, c'est qu'on est dans la juste décision. Et on peut aussi voir évidemment le travail de formateur qu'il a fait depuis maintenant une dizaine d'années avec par exemple Nicolas Delmotte qui est un de nos piliers. Bertrand aujourd'hui, sa réputation est toute faite et ses qualités aussi, je pense. Donc Bertrand, ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années qu'on travaille ensemble. On se connaît depuis que j'ai commencé les juniors en fait, à l'âge de 16 ans. Donc j'ai fait les juniors, les jeunes cavaliers, où déjà à l'époque il me faisait déjà travailler un peu sur le plat dès qu'il y avait des stages en junior, en jeunes cavaliers. Et puis après, quand je me suis installé à mon compte à l'âge de 21 ans, après j'ai continué à le prendre comme coach privé. Et puis aujourd'hui, voilà, ça, on va dire que ça fait une vingtaine d'années qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Pour moi, Bertrand, c'est quelqu'un de très important parce que il m'a permis d'évoluer dans mon équitation, comment dresser un cheval, parce que je ne savais pas vraiment à l'époque dresser un cheval. Donc il m'a appris aussi à bien travailler les chevaux sur le plat, d'avoir un système, d'avoir aussi le respect des chevaux, comment bien les travailler, comment bien les gérer, bien les inscrire. Donc voilà, et aujourd'hui, il vient toujours une fois par mois, et des fois 2 fois, pour venir me faire travailler. C'est quelqu'un que je pourrais vraiment remercier parce que c'est quand même grâce à lui que je suis arrivé à ce niveau-là et il continue à me suivre. Il était présent à la bolle, donc pour moi j'étais super fier quand j'ai gagné la bolle et qu'il était là. Et puis aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est quelqu'un de très important parce que il n'hésite pas à me dire quand c'est bien, mais surtout aussi quand c'est pas bien. Par exemple, il y a des fois sur des trucs, il va dire non, je pense que là
tu vas pas sur le travail des chevaux, va plus dans ce sens-là. Donc il n'hésite pas à être toujours quand même autoritaire, quoi. C'est pas parce que j'ai les performances qu'il va me dire que tout est bien. Non, bien au contraire. Sur des exercices, il n'hésite pas à dire non, avec ce cheval-là, on va revenir sur des bases plus simples. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je sais que vous n'êtes pas forcément un adepte des interviews, vous nous l'avez dit. Mais bon, pour situer un peu le contexte, je vous ai enfin rencontré il y a quelques mois maintenant quand vous êtes venu entraîner la team Guillet à Chazay-sur-Ain. Pourquoi enfin ? C'est parce que on a un nombre de cavaliers qui nous ont parlé de vous, qui vous ont cité dans nos interviews incalculable. Donc je m'adresse à nos auditeurs pour leur dire, voilà, si vous avez déjà entendu un certain Bertrand dans les interviews, c'est vous, Bertrand de Bélabre. Donc vraiment, je suis très heureuse de vous accueillir à notre micro aujourd'hui. Vous êtes une figure de l'entraînement des sports équestres de haut niveau. Vous avez formé et formé encore d'innombrables cavaliers, tous voués grâce à vous à atteindre le meilleur niveau. Et dans notre podcast, l'idée, Bertrand, c'est vraiment de prendre le temps de revenir sur votre parcours, sur votre philosophie, sur vous, comprendre quelles ont été les grandes étapes de votre carrière et comprendre surtout qui vous êtes. Alors, on va faire un petit retour en arrière, Bertrand, si vous êtes d'accord. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire comment et à quel moment est-ce que vous avez fait la rencontre du cheval. Voilà, ça c'est comme beaucoup de gens dans ce milieu-là. C'est très jeune, de toute façon, parce que mon père montait en amateur, en compétition un peu, donc voilà, j'ai monté à cheval très jeune, oui, commencé très jeune. À quoi ça a ressemblé le début de votre carrière de cavalier ? Vous avez fait de la compétition rapidement, vous aimiez ça ? Ou qu'est-ce qui vous plaisait en fait au départ quand vous étiez jeune ? Est-ce que c'était la compétition ? Est-ce que c'était déjà l'entraînement ? Le contact du cheval ? C'est un peu tout ça. Après, j'avais pas les études très brillantes, donc je me suis orienté très rapidement dans cette carrière-là. Et ma foi, pour sécuriser un petit peu ma carrière, je me suis tout de suite attelé à passer mes brevets d'enseignant, moniteur puis instructeur. Donc à partir de là, c'était les opportunités de la vie qui faisaient que j'ai fait un peu de compétition, des fois un peu moins, etc. Vos parents, votre papa vous a poussé à aller un peu dans ce milieu, ou ça a été vraiment votre choix, ou il vous a soutenu ? Ça a été mon choix et mes parents m'ont soutenu, oui. On dit aujourd'hui que vous êtes un excellent pédagogue, et si je dois reprendre les propos de Édouard qui nous a livré hier en fait pour parler de vous, il nous disait que vous l'avez vraiment accompagné dans la définition d'une stratégie. Comment vous en êtes à arriver à travailler avec le haut niveau ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre trajectoire entre ces moments où vous passez vos brevets, votre brevet d'État et après votre diplôme d'instructeur, et le moment où vous commencez en fait à accompagner vraiment les cavaliers de haut niveau dans leur entraînement quotidien hebdomadaire avec leurs chevaux? C'est les opportunités qui ont fait que ça a été mon chemin. Je me suis vite rendu compte que j'étais pas une bête de concours, déjà. J'aimais bien faire de la compétition, mais j'aimais bien surtout préparer des chevaux. Et puis, je me suis passionné pour l'enseignement aussi. Donc, ma voie a été finalement tracée assez facilement. Sur le plan des compétitions, même si j'ai réussi à arriver à un certain niveau, ma vie a été un peu semée d'embûches, d'accidents, et qui fait que tout ça, à chaque fois, ça mettait un frein forcément à ma carrière de compétiteur. Mais sans aucune frustration, je me suis spécialisé plus à enseigner. J'étais en Touraine à cette époque-là, et je m'occupais déjà des juniors, des jeunes cavaliers. J'avais déjà une reconnaissance à ce niveau-là. Et puis ensuite, je suis allé dans la région parisienne, et là, j'ai rencontré un peu plus près le milieu intéressant pour évoluer. Donc les choses se sont faites naturellement. J'étais en Bourgogne donc à ce moment-là. Donc ce que je faisais en Touraine, on m'a demandé de le faire en Bourgogne, c'est-à-dire de m'occuper des juniors, des jeunes cavaliers, etc. Puis les choses se sont faites un petit peu comme ça. Et puis l'entraîneur national des juniors à l'époque, c'était Gilles Bertrand de Balanda. Et quand Gilles a voulu se retirer, il a proposé mon nom
sans m'en parler d'ailleurs, hein, pour occuper ce poste d'entraîneur national junior jeune cavalier, adjoint de Patrick Caron à l'époque. Il a proposé mon nom à Pierre Durand, qui tout de suite, en plus, Pierre Durand était président de la fédération, et en plus c'était un de mes amis proches, toujours aujourd'hui. Et évidemment, hein, tout de suite il m'a téléphoné en me disant « Mais Bertrand, tu es Gillian, je n'ai rien demandé à personne, mais c'est Gilles en fait qui m'a poussé un peu là-dessus. » Et puis ça s'est engagé comme ça, voilà. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des bons cavaliers, hein, où j'ai provoqué cette chance, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tous les cavaliers qui alimentent, je dirais, 80% des équipes de France sont des cavaliers que j'ai connus à cette époque-là, dont j'ai suivi le parcours. Et j'ai eu des bons résultats, donc dans les équipes, dans les médailles des championnats, dans les Coupes des Nations, etc. Donc il y a eu un nombre de médailles assez important. Et je pense que ça a fait que voilà, j'ai pris le train en marche de cette manière-là. Et les choses se sont faites naturellement. J'ai eu ce poste-là pendant 8 ans. Après, j'ai préféré sortir de ce système-là. Et puis, j'ai continué à entraîner des cavaliers. Quelques cavaliers professionnels, mais très peu. Mais surtout des cavaliers amateurs. Donc, j'ai eu aussi des résultats avec ces cavaliers-là. Et puis les années sont passées en étant proche du haut niveau, parce que j'avais toujours des cavaliers qui étaient un petit peu dans le bon système. Et puis il y a 7 ans, j'ai eu 7 ans, oui c'est un peu plus de 7 ans maintenant, j'ai eu un accident de moto qui m'a vraiment fracassé. J'ai été 1 an complètement out, hors circuit, je ne pouvais pas aller à l'extérieur, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais rien faire. Et là je me suis dit, bon, il va falloir que je réfléchisse un petit peu comment je vais orienter maintenant ma carrière, parce que quand on s'occupe d'amateurs, j'avais une majorité de bons amateurs qui tournaient quand même dans un bon niveau, mais il faut pouvoir monter à cheval. Là, je me suis dit, l'équitation, ça risque d'être terminé pour moi. Et j'ai dit, tiens, je vais reprendre le truc, mais uniquement sur des cavaliers professionnels. Et puis pareil, ça s'est fait naturellement, ça a bien fonctionné tout de suite. Bon, j'avais déjà Nicolas Delmotte depuis des années, donc ou même Julien Ménil à l'époque, qui lui a eu un accident qui lui a maintenant ne lui permet pas de monter à cheval. Mais c'était aussi un très bon cavalier, et j'aurais aimé, malheureusement, s'il n'avait pas eu son accident, je pense qu'aujourd'hui il serait au même niveau qu'un Édouard Lévy ou d'autres. Donc voilà, j'ai eu des demandes pour ça, et puis ça fonctionne bien. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. J'ai une bonne équipe de cavaliers, j'ai des super cavaliers. Alors évidemment, dans le très haut niveau aujourd'hui, j'ai Nicolas et Édouard. L'année dernière, il y avait encore Thierry Rosier, qui m'avait demandé de l'accompagner quand il a voulu se remettre et rattraper le haut niveau. Ça a été d'ailleurs avec Thierry une très très belle expérience, humaine et de professionnelle, les deux. Mais j'ai toujours des très bons cavaliers, une très bonne équipe, et j'en suis tout à fait satisfait. C'est passionnant. Pour juste rebondir sur Thierry et l'expérience que vous avez vécue avec Thierry, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Parce que c'est vrai que Thierry il a relevé un vrai challenge en se relançant dans le haut niveau. En quoi est-ce que vous avez été une clé pour le faire revenir justement à très haut niveau? D'abord, Thierry, c'est un fantastique cavalier. Et en plus, un homme de cheval, avec un respect du cheval poussé, je dirais, étonnamment très loin, quoi. Et bon, je connais Thierry depuis qu'il est môme, mais on n'avait jamais collaboré de façon proche comme ça. Et quand il m'a demandé de l'accompagner dans son projet de revenir au haut niveau, j'ai dit ok, on va y aller. Mais j'ai dit quel est le premier objectif? On va se fixer un objectif. Il m'a dit mon rêve, ce serait de refaire la Baule. Et puis 1 an et demi, il a fait la Baule, il est 4e du Grand Prix. Donc on est allé un peu plus loin, et puis il a fini par être réserviste pour les Jeux mondiaux. Et ça, ma part dans son parcours à ce niveau-là, je ne peux pas vous dire l'importance qu'a vraiment eu ma présence, mais il est très bon. Donc j'avais un système déjà éprouvé avec d'autres cavaliers, donc
on a évolué, il a évolué aussi. J'ai appris à le regarder aussi. Il n'y a pas eu de baguette magique. Je pense que c'est l'osmose qui fait que la confiance qu'il m'a accordée. Et je le remercie pour ça, parce que c'était aussi cette confiance-là qui était importante pour moi. Et puis il y avait aussi, quand on s'occupe de cavaliers comme ça, il y a quand même un challenge. Et c'est un challenge qui est quand même avec une barre placée assez haute. Même aujourd'hui, avec Nicolas ou Édouard, ils me poussent tout le temps parce qu'ils sont tellement perfectionnistes pour évoluer sur eux-mêmes, se remettre en question sur eux-mêmes. Donc c'est passionnant, oui, c'est intéressant. Et puis chaque cavalier a son parcours. On ne peut pas comparer ces 3 cavaliers, par exemple, on ne peut pas les comparer. Ils ont un parcours différent, chacun. Et voilà, il y en a, c'est comme ça. Il y en a qui sont précoces, donc un peu moins, mais c'est pas pour ça qu'ils sont moins bons. Il faut plus de temps. Vous avez mentionné donc Nicolas Delmotte et Édouard Lévy, qui sont quand même 2 incroyables pilotes, qu'on se le dise, 2 des meilleurs cavaliers français. Et une des questions qu'on se pose et qu'on avait posé un petit peu dans quelques épisodes, je crois, qu'on avait posé à Steve quand on était allé à sa conférence, c'est quoi la différence entre un bon cavalier de Grand Prix nationaux qui va aller sauter les Pro Élites, les 150 très bien, qui va être très performant, et un très bon cavalier de championnat, de coupe et de scène internationale? Comment on fait la différence entre ces pilotes-là, ces 2 catégories-là de cavaliers? La différence, elle est surtout par rapport à le système que ces cavaliers-là construisent autour d'eux. Et je rajouterai encore par rapport à cette différence entre le très bon cavalier national et le cavalier de championnat, il y a aussi le cavalier qui est fait pour faire du 5 étoiles et qui veut faire que du 5 étoiles, ou enfin pas que du 5 étoiles, mais sa motivation c'est vraiment ça. Et là c'est extrêmement lourd comme système, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le système il n'y a pas que l'enseignement et que le fait de bien monter à cheval. Il y a le maréchal ferrant, il y a le vétérinaire, il y a aussi l'intelligence de la construction d'un cheval, en gardant le respect du cheval, parce qu'on peut vite les cramer, les chevaux, si on n'a pas un bon système. Et ça, tous les cavaliers ne peuvent pas. Ça, de toute façon, c'est quelque chose, ça, que j'ai peut-être du mal à vous expliquer, ou ce serait trop long à vous l'expliquer, mais tous les cavaliers ne peuvent pas dire, moi, je veux faire du 5 étoiles, du 5 étoiles. Il y en a qui sont capables et qui ont envie de le faire, et il y en a qui sont capables, mais qui n'ont pas forcément envie de le faire, parce qu'ils veulent aussi continuer à avoir un petit peu une construction de jeunes chevaux, de faire les choses un peu différemment, de ne pas passer leur vie dans les avions, parce que c'est comme ça. Là, il y a la pandémie depuis 1 an et demi qui a ralenti le système, mais aller un coup à Shanghai, un coup à New York, repartir en Europe, revenir pour aller repartir encore au Japon ou ailleurs, c'est déjà un travail de méthode qui est lourd. Et tous les cavaliers ne peuvent pas le faire. Je pense qu'un garçon comme Édouard, ça va être son truc, parce qu'il est très organisé, et c'est vraiment ça qui le motive le plus. Et il construit tout son système pour pouvoir le faire de plus en plus, sans que ce soit au détriment de ses chevaux. Donc ça implique aussi un réservoir de chevaux. Souvent, on entend parler de système, et je me dis que ce terme, il est peut-être un peu flou aussi pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément accès aux coulisses du haut niveau, à ce que c'est une écurie de haut niveau. Comment vous définiriez, vous, le mot système ? Qu'est-ce que ça englobe ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le système d'un cavalier ? Comme je vous l'ai dit à l'instant, ce n'est pas que le coaching et que l'équitation en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est avoir une méthode, enfin un système de travail pour ses chevaux, plus qu'une méthode, un système de travail avec ses chevaux pour les amener sur des objectifs précis, avec un encadrement vétérinaire, maréchal ferrant, gestion des engagements par rapport aux pistes, à l'éloignement, au chef de piste, c'est important aussi. C'est tout ça le système. Et travailler dans des installations où les choses sont dans un bon confort de travail, c'est tout ça un système. C'est tout simple, mais c'est tout ça. Et il y a beaucoup, ils prennent un peu le truc au fur et à mesure comme ça vient,
le système n'est pas forcément bon, le travail n'est peut-être pas approprié, il peut y avoir des excès dans un sens, un laisser-aller dans l'autre. Non, c'est tous les jours avoir un cadre de travail qui amène à la performance. Et vous, votre rôle, parce que c'est ce que aussi Édouard nous disait hier, que vous l'avez vraiment accompagné dans la construction de ce système. Oui. Votre rôle, c'est aussi justement, en plus de l'entraînement technique, c'est d'être là pour eux, pour les aider, les guider. Bien sûr, parce que ça, pour moi, c'est indissociable. Sinon, on fait le travail qu'à moitié, quoi. On est pompier de service pour donner un coup de main. Mais sinon, oui, ça fait partie du système. Puis moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai maintenant, je sais qu'on gagne du temps à essayer de les mettre dans un bon système, parce que sinon on pédale dans la semoule, hein, et puis il y a toujours on rencontre toujours des problèmes. Le système, il est fait autour du cheval, bien sûr, et du respect du cheval. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup, parce que il faut que le système, il soit d'abord cheval, avant tout. Et bien sûr, alors Édouard, lui, était particulièrement demandeur. Je le connaissais un petit peu avant, déjà, à l'époque où il travaillait avec Patrice Delaveau, parce que Patrice n'était pas souvent avec lui en concours, finalement, et c'est arrivé plusieurs fois que j'étais présent, et on a pris contact déjà là, il venait me voir, il me demandait des différents conseils, et je sentais, même une petite anecdote que je peux vous confier, à cette époque-là, donc c'était avant que je le fasse travailler. C'était pendant le concours de Saint-Lô, indoor, et je me souviens de cette conversation. Elle était en haut des marches pour accéder aux tribunes du hall, à l'extérieur. Et là, il m'a parlé un peu de lui, de ce qu'il voulait faire, et j'ai senti en lui, je me rappelle d'une discussion, mais encore bien plus lointaine, parce que c'est avec Kevin Stott, et je ressentais, je dis, ce gars-là, ça va être un Kevin numéro 2, parce que je sentais cette motivation intérieure, et puis calculée. Vous voyez, il avait déjà, à mon avis, dans sa tête, il avait déjà, Édouard, un plan, j'en suis persuadé. Il savait ce qu'il fallait faire. Et puis après, quand il m'a demandé de m'occuper de lui, ça a été avec plaisir et une bonne expérience. Et j'ai découvert quand même que ce garçon-là avait beaucoup d'atouts dans son jeu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà où il en est aujourd'hui. Il n'est pas en retard dans son système. Le parcours d'un Nicolas est complètement différent. Et on va y revenir un petit peu après. Pour rebondir sur le fait que vous ayez pressenti un peu Édouard quand il était jeune, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Donc, vous avez été donc entraîneur de l'équipe de France jeune, junior, jeune, etc. Et finalement, vous avez évolué à cette époque où ces jeunes cavaliers sont pour certains désormais des piliers de l'équipe de France. Est-ce que vous aviez pressenti que certains d'entre eux, justement, allaient devenir ces grands champions ? Bien sûr. Il y en a même certains qui ne le sont pas devenus. Je ne dirais pas leur nom. J'en ai 2 dans la tête en particulier, mais qui avaient un talent pour le faire. Mais c'est leur motivation intérieure, leur système, justement, qui les a probablement pas amenés à ce niveau-là. Mais d'autres, oui, je me souviens d'une interview, parce que j'en ai quand même eu des interviews. Une interview d'ailleurs que j'avais appréciée, qui avait été faite dans les pros à l'époque. Et j'avais terminé un petit peu, parce qu'on m'avait dit, c'était vraiment à l'époque où les cavaliers, les jeunes cavaliers, les juniors, tout ça, ça allait vraiment très bien, donc c'était axé forcément à eux. Et on m'avait posé une question, on m'avait dit, la journaliste m'avait posé la question suivante, il dit, maintenant, quels sont vos meilleurs souvenirs ? Quels sont les meilleurs souvenirs que vous avez de cette expérience avec vos cavaliers ? J'ai répondu, je ne me rappelle plus mot à mot exact, mais j'ai répondu, j'ai eu des tas de bons souvenirs dans cette période-là avec mes cavaliers, mais pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Je suis persuadé que dans ces cavaliers-là, on les retrouvera dans des équipes de France, dans des grands championnats, et sans aucun doute. Donc je n'avais aucun doute à ce niveau-là. Vous avez soulevé
la question de l'éthique et du respect du cheval 2 fois, en mettant vraiment une emphase sur cette question-là. Et du coup, j'aimerais pouvoir aborder ça avec vous. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer le sport de haut niveau, où on va sans cesse essayer de repousser les limites des chevaux, des cavaliers, du sport, et le respect de l'intégrité physique naturelle de cet animal? Est-ce que c'est toujours facile? Comment est-ce qu'on fait pour trouver où placer le curseur sur cette courbe qui n'est pas toujours aisée, on le sait? Alors évidemment, ce n'est pas facile, mais la solution la plus simple, c'est de mettre le cheval prioritaire surtout. C'est le cheval qui vous dit d'abord quand il est en forme, quand il va bien. Et on sait très bien qu'un cheval, lorsqu'il a une blessure, on arrête le travail, on diminue le travail, parce que ça dépend de l'importance de la blessure. Et bien qu'il faut, si pendant 1 mois, on a été obligé d'arrêter le cheval de travailler ou réduire le travail, à partir du moment où il va revenir apte à reprendre la compétition, il faut compter 2 mois pour le retrouver le niveau qu'il avait. Il ne faut pas dire, le vétérinaire dit que ça y est, c'est bon maintenant, et hop, on engage et on saute des barres. Vous voyez, c'est tout bête, c'est le cheval qui est prioritaire à tout, point barre. Il n'y a pas de marché à faire. Nous voilà à mi-épisode et j'en profite pour faire une courte pause pour vous dire tout d'abord que chacun de vos likes et de vos commentaires sur Insta, chacune de vos étoiles sur Apple Podcast ou encore tous les messages privés et les partages en stories sont pour nous non seulement une sorte de récompense gratifiante, gage que le contenu que nous produisons vous plaît, mais aussi et surtout nous permettent d'obtenir plus de visibilité sur les plateformes et de faire grandir notre média. Alors comme toujours, si cette conversation avec le discret mais passionné et si passionnant Bertrand de Bélabre vous a plu, venez nous le dire. Allez, place à la deuxième partie de cet épisode. Bonne écoute. Pour poursuivre un tout petit peu sur cette lignée-là, vous êtes dans ce milieu-là depuis longtemps maintenant. Vous avez vu le sport évoluer, la technicité des parcours, la difficulté, les hauteurs, les chevaux aussi qui ont beaucoup changé depuis toutes ces années. Il est évident que les Jeux de Tokyo ne seront pas ceux qu'on a vus à Atlanta ou à Sydney en 2000. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre point de vue sur cette évolution du sport? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, de votre œil d'entraîneur? Et comment est-ce que vous anticipez un peu la suite quand on voit que le sport évolue si vite? Alors, c'est une bonne question, mais comme on suit cette évolution avec bien sûr qu'il fallait que ce sport évolue, il va sûrement évoluer, mais je vous dirais que aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois pas trop comment on peut le faire évoluer beaucoup plus. Ça me semble un peu difficile, mais peut-être je me trompe, hein. Peut-être qu'on sautera des barres transparentes dans 15 ans, j'en sais rien. mais c'est vrai que le matériel est léger. Je dirais même, il y a quelques années, c'était pire que ça. Le matériel était encore peut-être exagéré. Donc il faut trouver le bon équilibre. J'ai l'impression qu'on l'a plutôt bien trouvé. Je pense que les chefs de piste sont formidable. Il y a des chefs de piste, de plus en plus de très bons chefs de piste sont des artistes et ils ont un rôle pédagogique à tous les niveaux, que ce soit pour les petits concours comme pour les grands concours. Ils ont un rôle pédagogique très important et parfois il y en a qui font des erreurs ou qui n'ont pas pensé assez cheval. On dit tiens, ce parcours-là il n'est pas assez cheval, mais c'est de plus en plus rare. Et puis de temps en temps il peut y avoir une petite erreur, l'erreur est humaine. Mais je crois qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est bien. Les pistes sont de très bonne qualité. De plus en plus, on voit des bonnes pistes partout. Les chevaux sont mis dans un confort quand même qui est mieux qu'il y a quelques années, ou à l'époque où moi je faisais un peu de concours, où on emmenait les chevaux pour les loger sur des concours de plusieurs jours. Des fois, on était dans des fermes, dans des bergeries où vraiment il fallait que le cheval il soit de bonne composition pour baisser la tête, pour pouvoir rentrer dans le truc. Enfin, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Et puis à côté de ça, il y a aussi certaines choses qui ont disparu. On aime par exemple les beaux terrains en herbe, comme Chantilly là, ou comme La Baule, ou comme Dinard le week-end prochain, et comme il y a aussi dans d'autres pays, avec des beaux terrains en herbe. Donc on en voit moins, mais c'est aussi compréhensible parce que ça demande un entretien fou pour une utilisation minime. Alors évidemment, il y a un petit peu le revers de la médaille, mais si on fait l'équilibre de l'ensemble,
je pense que c'est quand même plutôt bien. Comment vous envisagez les jeux à venir ? Est-ce que ces changements, alors je saute un peu dans le sujet, mais le fait de n'avoir plus que 3 chevaux, plus le droit à l'erreur, est-ce que ça va pas, dans certaines mesures, pousser les cavaliers à obtenir des chevaux, des choses qu'ils n'étaient pas capables de donner à ce moment-là, par exemple ? Comment vous le percevez et comment aussi vous avez préparé votre cavalier, Nicolas Delmotte, pour ce départ ? Alors c'est vraiment 2 questions différentes. Oui, c'est 2 questions complètement différentes. Alors sur le premier, par rapport au fait qu'il n'y ait que 3 cavaliers dans l'équipe, moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage. En plus, je ne sais pas si vous avez regardé alors ils disent ça en partie pour que ce soit plus compréhensible pour le public ou même à la télévision. Mais je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu le programme. J'ai demandé quelques explications à Thierry Pommel avant-hier. C'est un peu usine à gaz leur truc. Donc je ne pense pas que le téléspectateur il va y comprendre davantage. Ça va être dur pour les chevaux. Même celui qui va éventuellement rentrer dans l'épreuve par équipe, qui se court après l'individuel, ça peut être difficile. Un cheval qui va rentrer tout de suite, boum, dans un gros parcours. Donc ça, le coup des 3 cavaliers, je crois que c'est pas bien. Après, l'avenir va nous le dire, mais on a déjà expérimenté les 3 cavaliers. Il ne faut pas l'oublier. Les derniers jeux où il y avait 3 cavaliers, c'était les Jeux de Tokyo déjà, il me semble. Mais j'ai un doute sur Tokyo. Mais c'était les suivants, c'était Mexico, où il y avait 3 cavaliers dans les équipes. L'équipe de France est médaille d'argent avec un score qui aujourd'hui ne vous permettrait pas de participer, même à la deuxième manche, quoi. Il y avait plus de 30 ou une bonne 30 ou 40 points cumulés sur les 3 meilleurs cavaliers. Et c'était comme ça. Donc ça n'a pas donné un très beau spectacle, finalement. Ce qui s'est passé au Brésil, où l'équipe de France gagne la médaille d'or par équipe, avec 0 point. Ou peut-être 1 point de temps, je crois. Mais je ne suis même pas sûr, je crois que c'était 0 point. Et c'est fini, ça. On n'aura plus ça c'est sûr. Et on peut éliminer une très bonne équipe. Sur un petit coup je ne vais pas dire malchance, parce que j'aime pas utiliser dans le sport le mot malchance, mais un petit coup du sort qui ne vous sera pas favorable, et patatras, terminé. Donc on va avoir un spectacle assez curieux. Hormis ça, je trouve que l'organisation de ces Jeux à cette époque-là au Japon, c'est une hérésie. Ça a déjà été au Japon en 1964, mais c'était beaucoup plus tard, c'était fin août, début septembre. Si vous croisez Marcel Rosier, il vous le dira d'une façon précise, il faisait partie de l'équipe. Mais il fait très chaud à cette époque-là. Là, on est en pleine saison des pluies qui se termine, mais il y aura un taux d'humidité énorme et très chaud. En plus, donc pour le confort des chevaux, c'est toujours un risque, même si le cheval supporte assez bien la chaleur, mieux qu'on peut le penser. Et puis ils vont avoir un suivi vétérinaire, etc., sur place. Enfin, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que les installations pour accueillir les chevaux est très bien, que le site équestre est bien, donc déjà c'est bien. Par contre, cette pandémie va donner un côté complètement tristouné à ces Jeux Olympiques, puisqu'il n'y aura pas de spectateurs. À un moment, le Japon avait décidé que seuls les Japonais pourraient aller voir les Jeux. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est récent, avec l'évolution de la pandémie et les risques, plus en plus la pression qu'au Japon, ils doivent avoir les dirigeants japonais, parce qu'il y a une forte opposition à ce que ces Jeux aient lieu depuis plusieurs mois. Donc du coup, il n'y aura pas de spectateurs, ou très peu, au moins dans tout ce qui concerne Tokyo et proche de Tokyo. Alors, peut-être certains sites un peu plus éloignés, un peu plus aérés, il y aura un peu de spectateurs, d'après ce que j'ai compris. Mais les sports équestres, je crois que, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment Tokyo. Donc il n'y aura pas de spectateurs. Et pour des cavaliers, parce que normalement c'est des gros parcours, quand il y a sauter ces gros parcours-là, qu'on ne saute jamais à l'entraînement. Jamais. Un cavalier, à part peut-être quelques illuminés, le font, mais sinon personne ne se met un parcours olympique dans sa carrière à la maison. Parce que, voilà, il faut une espèce d'adrénaline quand même. Alors il y sera plus ou moins, mais ça va être complètement différent. Donc des athlètes vont réagir différemment.
C'est ce que Steve Gardet a dit hier C'est soir. très compliqué. Il était très heureux de voir le public à Chantilly et que je pense qu'en effet, ça les porte. C'est très différent. Ça les porte. Je me souviens, il y a quelques années, d'un concours qui avait eu lieu international en France, il y a longtemps, au Parc des Princes. Il n'y avait personne. Enfin, il y avait 5000 personnes. On mettait 5000 personnes autour d'une piste de concours comme même Chantilly, ça fait déjà du monde. Mais dans un parc, dans un stade qui peut accueillir 80 000 personnes, c'était d'une tristesse. Mais oui, c'était grave. Donc j'espère que... Voilà, on attend, je ne sais pas. Bon, et maintenant, on aimerait donc que vous nous parliez un peu de Nicolas Delmotte, que vous suivez depuis très longtemps maintenant, qui, je le sais, a une place quand même assez particulière. Vous avez une relation assez particulière et j'imagine que vous êtes assez fiers de le voir partir pour sa première Olympiade. Là, dans quelques jours maintenant, ils vont bientôt s'envoler pour Tokyo. Oui, bien sûr, c'est la fierté, mais même s'il n'était pas à ce niveau, même s'il n'avait pas été pris pour faire ces Jeux Olympiques, mon point de vue sur lui et sa qualité de cavalier serait exactement la même. C'est-à-dire que ça n'a pas changé pour moi du tout les choses. Alors c'est vrai que Nicolas, c'est une relation particulière de coaching depuis longtemps, parce que c'est assez rare, je crois, dans ce milieu-là, qu'un cavalier et son coach durent aussi longtemps. Bon, j'ai connu Nicolas, il avait 14 ou 15 ans, il commençait dans les juniors, après donc forcément je l'ai eu dans mes équipes. Et je me souviens même, encore, si vous voulez, je vous donne une petite anecdote sympathique. Le premier stage, donc quand j'ai pris ce poste-là, pour les juniors et jeunes cavaliers, pour les juniors, j'avais fait un stage. Donc j'ai pris le poste tout début de l'année et je voulais, ça s'est fait assez vite après, et je voulais regrouper les meilleurs juniors, mais je ne les connaissais pas suffisamment, même si j'en connaissais certains, parce que j'avais moi-même des cavaliers juniors qui faisaient un peu de CSI à l'époque, et j'avais donc demandé à Gilles de Balanda de me faire une liste de cavaliers qui seraient susceptibles de rentrer, d'une douzaine de cavaliers, pour ce stage-là, pour que déjà je parte sur quelque chose d'un petit peu solide et construit. Donc Gilles m'avait fait sa liste et moi j'en avais rajouté 2 sur cette liste-là parce que je les avais vus en concours. Gilles avait peut-être pas eu l'occasion de les avoir vus vraiment et moi je les trouvais talentueux. C'était Nicolas Delmotte et Julien Epaillard. Donc ils ont raccroché le wagon à ce moment-là. Et c'était un stage de 2 jours, donc, et j'avais demandé, et comme je l'ai fait d'ailleurs presque tout le temps, à un cavalier du haut niveau de venir m'assister sur ce stage-là, le 2e jour. Pas les 2 jours, parce que je savais que c'était difficile aussi pour eux. Et donc, j'avais demandé à l'époque, on avait un champion du monde en titre à l'époque, qui s'appelait Éric Navet, qui était champion du monde, champion d'Europe. Je lui ai dit, Éric, est-ce que tu pourrais venir avec moi faire une journée avec les juniors? Donc il avait accepté. Double anecdote aussi, je vous remets une petite confidence. Éric, finalement, il était paniqué, je dirais, entre guillemets, très inquiet. On connaît Éric, très perfectionniste et tout, et qui, finalement, lui... Les quelques jours avant, il me téléphonait tous les soirs parce que ça l'inquiétait vraiment. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez l'humilité du personnage. Et puis il me disait, j'ai l'habitude de faire travailler des gens, mais individuellement. Là, je veux avoir un groupe. Mais j'ai dit oui, mais attends, c'est pas une reprise de club que tu vas faire. Moi, j'aurais bien dégrossi le travail la veille, et puis tu les verras 2 par 2 sur un parcours. Donc ça le rassurait. Déjà, c'était plus. Et il a fait ça de façon absolument remarquable. Et par la suite, il m'en a reparlé de façon enthousiaste. Et il avait envie de recommencer, etc. Donc c'était assez amusant. Et donc à la fin de ce stage-là, je lui ai dit, écoute, pour toi, est-ce qu'il y en a qui sortent du lot? Il me dit, il y en a 2 qui sortent du lot. C'est Nicolas Delmotte et Julien Epaillard. Et ben j'ai dit, ça va. Mais ça ne voulait pas dire que les autres n'étaient pas bons, mais ils avaient quelque chose quand même, déjà. Tous les 2. L'histoire parle d'elle-même. Et l'histoire parle d'elle-même. J'ai raconté ça à Julien Epaillard il y a quelques années. Ça l'avait fait beaucoup rire. Ces petites anecdotes que j'avais racontées.
Nous, on adore les anecdotes. C'est notre truc préféré. Comme pour rebondir sur Julien Paillard, je me souviens de son premier championnat de France senior, c'était au Touquet. Il était jeune cavalier, il termine 5e. Et je lui avais dit, tu sais Julien, il va falloir que tu te mettes vraiment à bien bosser, parce que tu seras toujours dans les 10 meilleurs cavaliers français. Tu as le talent, tu as tout ça. Mais ta place, c'est dans les 10 meilleurs cavaliers du monde. Je dis ça parce que maintenant, il est numéro 6 mondial. Pour moi, voilà, sa place, elle est dans cette catégorie-là. Justement, là, vous venez de dire, il est dans les 10 meilleurs cavaliers français, mais sa place, c'est d'être dans les meilleurs mondiaux. J'ai dit, il sera toujours dans les 10 meilleurs. Il n'aura pas de mal pour ça. Mais là, et sa place, c'est dans les 10 meilleurs mondiaux. Et aujourd'hui, il est 6e. Et en fait, je rebondis là-dessus parce que on nous a parlé de vous, évidemment, avant de venir faire cette interview. Et ce que moi, en tout cas, j'en ai retiré, c'est qu'on m'a beaucoup dit que vous étiez très, très, très fort pour faire devenir un très bon cavalier, encore meilleur, en fait, de faire progresser les meilleurs. D'où est-ce que vous pensez que ça vous vient, ce petit truc en plus, ce sens de l'observation, de l'analyse ? L'expérience, peut-être. L'expérience et puis la passion. Et puis, je n'ai pas trop réfléchi à ça, en fait. La question est intéressante. Vous y réfléchirez. Je vais réfléchir. Mais il y en a tout plein des bons cavaliers, vous savez. Là, depuis quelque temps, vous étiez justement à Chazay. Il y a une cavalière que je trouve absolument remarquable. C'est Mégane Moissonnier. Et elle a un talent fou. Je ne sais pas si elle le sait vraiment. Mais elle est tellement réservée, tellement timide, que les gens s'en sont pas encore vraiment rendus compte. Enfin, je dis une bêtise, je pense que beaucoup de gens, de professionnels, s'en sont rendus compte. Et je pense que cette cavalière-là, elle n'aura pas le même parcours qu'une Pénélope Prévost. Elle aura peut-être le même talent, mais elle n'aura pas le même parcours parce que c'est pas du tout la même personnalité, c'est pas du tout le même caractère, c'est pas du tout... voilà, c'est différent. C'est différent, mais très bonne cavalière. J'ai regardé récemment un documentaire sur le coach de Serena Williams, Patrick Mouratoglou. Et dans ce documentaire, on voyait Patrick expliquer que pendant un match, pendant un tournoi en fait, avait vraiment de très mauvais, des très mauvaises stats sur ses retours quand il y avait une balle au filet. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a dit, mais fantastique, quand il y a une balle au filet, mais tu es extrêmement doué, etc. Et il explique après, face caméra, qu'il a menti et que c'était son rôle, en fait, de donner à Serena le sentiment et la confiance en elle pour penser qu'elle pouvait tout faire et qu'elle pouvait gagner le championnat, qu'elle pouvait gagner le match. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi avec vos cavaliers ? Est-ce que vous venez essayer de nourrir cette confiance en soi, cette idée qu'ils vont pouvoir vraiment aller chercher les performances et aller chercher les grosses épreuves ? Ce sont deux sports différents, mais là, l'histoire est intéressante. On a des situations qui peuvent être un peu effectivement pareilles, mais ça va plus aussi par rapport au cheval que le cavalier va monter. Et le cavalier, par rapport à ce cheval-là, peut avoir dans la tête focalisé un petit peu sur certaines difficultés. Alors ça dépend complètement des personnalités de cavaliers. Il y en a, on peut bien en tête parler du souci. D'autres, on peut l'esquiver un petit peu par un petit chemin différent, comme le fait le coach de Serena Williams. Oui, ça, on l'utilise très bien. Mais je ne suis pas un spécialiste du tennis, mais quand un tennisman a un point fort, j'ai toujours entendu dire qu'il travaillait son point fort d'abord. Et je pense que pour un cavalier et pour un cheval, c'est la même chose. Quand le cheval a un point fort, il faut travailler aussi le point fort. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler le point plus faible, mais un cheval, par exemple, est souvent un peu dissymétrique. Il est plus agréable à droite, moins agréable à gauche, etc. Plus vous travaillez à gauche, plus vous le contractez, par exemple. Donc il faut diviser un petit peu le travail, il faut jongler, il faut y revenir souvent. Et ma devise, c'est toujours demander peu, mais souvent à un cheval. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, je sais que vous êtes attendu, mais j'ai encore deux petites questions à vous poser. Si aujourd'hui, donc on est le 10 juillet 2021, quelque chose comme ça, 11 juillet. Si aujourd'hui on devait faire un pronostic sur l'équipe qui sera à Paris 2024,
Est-ce qu'on pourrait vous demander un peu qui est-ce que vous auriez en tête ? Je pense qu'il faut chercher dans les chevaux qui, déjà dans la bonne tranche d'âge. C'est-à-dire les chevaux qui vont arriver. 9 ans, pour moi, c'est trop jeune. Ouf. Il y a un risque. Il y a un risque pour la carrière après du cheval. On peut le cramer, parce que si à 9 ans, il fait les jeux, c'est qu'à 8 ans, déjà, on lui a demandé beaucoup de choses. Donc, je disais que ce serait de trouver déjà dans les chevaux la bonne tranche d'âge, entre 10 ans et 15 ans. Parce que pourquoi pas 15 ans ? Si le cheval physiquement est très bien, il n'y a pas de problème. Donc déjà la fourchette, elle est là. Donc évidemment, je sais que les responsables fédéraux aujourd'hui ont une liste qu'ils ont publiée à moitié d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si elle est complète, c'est pour ça que je dis à moitié, mais qu'ils ont publié une liste. Alors, il y a un peu... Pour moi, dans cette liste-là, je trouve qu'il y a un peu de tout. Il y a des chevaux... Je les vois pas. Je les vois pas aller au bout ceux qui sont dans cette liste-là. Et à mon avis, il y en a qui n'y sont pas. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est vrai que ça vient très vite, puisqu'on n'est plus à 4 ans, on est à 3 ans. Donc déjà, il y a une année de moins. Donc c'est vrai qu'il faut y penser. Mais je me garderai de faire un pronostic. Parce que même si on peut avoir un panel de certains chevaux et une idée sur ces certains chevaux, ils n'ont pas forcément eu encore prouvé leur performance, parce que un cheval peut avoir des moyens, peut avoir la technique, mais s'il n'a pas le mental, quand il arrive sur des gros parcours, ça réduit à néant ses chances de médaille. Donc il faut réunir tout ça, et il faut que ces chevaux-là prennent de l'expérience. Les chevaux qui ont 9 ans aujourd'hui, qui sont potentiellement donc dans le créneau donné, il faut qu'ils fassent leurs preuves, sans brûler les étapes, pour arriver à prouver qu'ils ont aussi le mental pour faire ces parcours-là. Et puis du coup, je vais reprendre la question de l'éperon. Je l'avais lu cette interview, je l'avais notée d'ailleurs. C'est vrai ? Oui. Est-ce que du coup, vous pourriez nous dire aujourd'hui quel est votre meilleur souvenir, ou est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours à venir ? Ils sont toujours à venir. C'est la réponse que j'attendais. Alors moi j'ai une toute dernière question je pense pour cette interview. Est-ce que vous avez une phrase, une philosophie de vie qui vous guide un petit peu à la fois dans votre travail et dans vos choix personnels, professionnels ? D'abord, je sépare vraiment ma vie personnelle, ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est vraiment pour moi deux mondes différents. Sur ma vie professionnelle, évidemment je passe beaucoup de temps, c'est beaucoup plus que ma vie personnelle, mais c'est de prendre les choses un peu comme elles arrivent, et puis provoquer un peu les situations pour déclencher quelque chose, mais je me mets aucune pression en fait. Ce sera le mot de la fin, je crois. Merci beaucoup Bertrand. Merci Bertrand. Ça a été un plaisir. On vous souhaite à vous et à vos cavaliers aussi beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite dans les épreuves à venir. C'est gentil, merci à vous. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. En attendant le prochain épisode dans 2 semaines, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Bonne journée.